Vous avez évoqué la possibilité d'une 6e extinction des espèces dont pourrait faire partie le genre humain. Comment est-ce que l'homme pourrait disparaître? Les extinctions, il y a eu de grandes périodes dans le passé de la Terre. Il y a eu 5 extinctions. C'est des moments où on voit tout d'un coup des populations animales disparaître, mais à 50-80 %. Et puis, d'autres espèces réussissent à survivre. Et les espèces qui passent au travers, ce sont les espèces qui sont bien adaptées, qui se vivent en harmonie avec la nature, qui peuvent donner et recevoir. Un peu comme les tortues, par exemple. Les tortues, ça existe depuis 300 millions d'années. Les rats? Les rats. C'est pas très, très intelligent, mais ça s'est installé dans un rapport harmonieux. Nous, on est zéro. Sur le plan du rapport harmonieux, on est en bas de l'échelle. On est des saccageurs, on saccage autour de nous d'une façon invraisemblable. Et donc, on dit, c'est ce qu'on admet, nous sommes dans la 6e extinction. C'est pas quelque chose à venir. On prévoit, à la vitesse à laquelle nous éliminons des espèces vivantes, qui est de 100 à 1000 fois plus élevée qu'en 1900, nous sommes plongés dans une période d'extinction et personne ne sait qui sont les victimes potentielles qui pourraient disparaître. Vous demandez aux biologistes, ils vous disent tous les grands arbres et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Vous regarderez demain sur votre balance si vous êtes dans le collimateur de la 6e extinction. Une importante crise alimentaire sévit en ce moment dans plusieurs pays. Jean Ziegler, le rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation, accuse les biocarburants d'être un crime contre l'humanité. Vous en pensez quoi? Alors, au départ, ça paraissait une très bonne solution. Parce que on peut l'utiliser dans la voiture. C'est de l'éthanol. Ça remplace donc du maïs, l'essence, mais ça n'émet pas de gaz carbonique total. Ça en prend et ça en émet. Donc, ça paraissait très bien. Mais on s'est rapidement aperçu qu'il en fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que pour avoir cette essence, il fallait planter des champs de maïs gigantesques, des palmiers. On coupe la forêt primaire pour mettre les palmiers. Ce sont de vraies catastrophes écologiques. Ça fait aussi que le prix du maïs a monté un peu partout parce que qu'est-ce qui va manger? Est-ce que c'est les voitures ou les êtres humains? Là, on arrive, la voiture et l'être humain sont en conflit. Alors là aussi, il y a une nouvelle qui est assez intéressante. Ça s'appelle les biocarburants de 2e génération. Et ça, c'est ceux qu'on obtient à partir des feuilles mortes, à partir des branches sèches, à partir des tiges de maïs. Et là, apparemment, il y a un potentiel intéressant. Ça n'a pas l'effet de détruire l'écosystème, de détruire la forêt primaire. Et on en a parmi nous, on a une quantité d'énergie. Il faut simplement arriver à la transformer en éthanol. On peut le faire. Ça se fait. Pour l'instant, c'est encore très cher, mais toujours la recherche, le développement font qu'avec le temps, moi, je compte beaucoup. Je crois que c'est la bonne solution pour les voitures et pour les avions. Les glaces du Groenland et du pôle Nord se seraient reconstituées cet hiver à une vitesse inégalée. Est-ce que la planète se réchauffe moins qu'on le croit? Toutes les informations que j'ai, c'est qu'elle se réchauffe rapidement et surtout dans les régions polaires. Et on pense que d'ici 2050, le pôle Nord sera libre de glace en été. Ce qui relance toute la problématique du passage du Nord-Ouest. Vous savez combien de bateaux ont essayé d'aller de l'Atlantique au Pacifique et ont eu des naufrages. C'était intéressant parce que si on peut éviter de passer par Panama, ça raccourcit le voyage. Là, on s'aperçoit que ça devient le cas et ça crée un climat assez de difficulté entre les différents pays. Parce qu'à qui appartient le pôle Nord? Tout d'un coup, le pôle Nord devient intéressant. Les Russes, les Norvégiens, les Américains, les Canadiens. J'ai entendu dire que le Canada était en train de se construire des navires de guerre au cas où il y aurait des conflits. Il se pourrait bien que le pôle devienne une région conflictuelle d'ici quelque temps. Depuis 2001, vous êtes le président de la Ligue ROC, une association française pour la préservation de la faune sauvage, la défense des non-chasseurs et pour la protection de la biodiversité. Comment vous êtes passé de l'astrophysique à l'écologie? Est-ce qu'il y a un lien entre l'astronomie et l'écologie? Oui, je dirais que c'est 2 volets d'une même histoire. L'astronomie, la biologie vous apprend comment on en est venu à être ici. L'écologie vous dit comment y rester.
Un nous parle du passé, longue histoire, le Big Bang, les étoiles, les galaxies, tout ce que nous apprend la théorie de l'astronomie, la théorie de l'évolution de Darwin. Tout ça nous raconte notre passé et nous dit comment on en est venu à être ici ce soir, on en est venu à exister. Par ailleurs, on prend conscience du fait que cette belle planète est très menacée et ça, c'est l'écologie. Comment y rester? Vous êtes né à Montréal le 13 juillet 1932. Vous avez obtenu un bac en physique à l'Université de Montréal, une maîtrise en physique à l'Université McGill et un doctorat en astrophysique nucléaire à l'Université Cornell. À l'Université Cornell, vous avez côtoyé les chercheurs qui étaient à l'origine de la bombe atomique. Comment vous avez vécu cette rencontre-là? On a beaucoup de discussions à propos de ces gens qui revenaient de Los Alamos, là où on avait fait la bombe atomique, et qui se défendaient. La façon, je dirais ceci, il faut se mettre dans le contexte. Dans les années 1940, le nazisme avait envahi l'Europe et menaçait d'envahir le monde. On apprenait que Hitler voulait développer la bombe atomique, et si Hitler avait eu la bombe atomique, la guerre aurait pu être très différente. Donc moi, je comprends très bien que des gens, en particulier des Juifs, qui savent que leurs parents sont en train de cramer dans les camps de concentration, aient eu envie de faire quelque chose. Moi, si j'avais eu l'âge, je pense bien que j'aurais participé, parce que c'était une question locale cruciale. Il fallait arrêter Hitler. Le problème, c'est qu'après coup, quand Hitler a été battu, les scientifiques ont continué parce qu'ils ont dit, il y a les Russes aussi, et puis ça s'est enclenché. On a vécu la terreur nucléaire entre 1950 et 1980. C'est une période pendant laquelle, à tout instant, 5000 mégatonnes de bombes étaient prêtes à se sauter dessus. Et on est venu très près de cela. On le sait maintenant, non seulement à Cuba ou en Corée, mais les archives du Kremlin nous montrent que très souvent, on était à 2 doigts d'avoir une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire aurait pu faire disparaître l'humanité. Une guerre nucléaire laisserait peut-être quelques personnes isolées sur une île du Pacifique, mais c'est des milliards de morts. Heureusement, Khrushchev et Reagan se sont dit, il faut arrêter ces folies. Ils se sont réunis à Reykjavik, en Islande, et là, ils ont décidé de démanteler les silos nucléaires. Et puis après coup, l'Union soviétique s'est démantelée elle-même, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas un scénario crédible, il y en a encore beaucoup. Raisonnable. Oui, mais il n'y a pas de scénario raisonnable d'une guerre mondiale. On ne voit pas comment une guerre mondiale pourrait éclater. Bien sûr, il y a encore l'Iran qui en parle, la Corée, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment, comme il y avait à ce moment-là, à 5 minutes près, on pouvait c'est 15 minutes une guerre nucléaire. Hein? Le temps que les fusées traversent l'Atlantique, 15 minutes. Il n'y a plus cela. Heureusement, on en est sorti. Mais c'est intéressant de s'en rappeler parce que ça nous remet dans l'idée que nous ne sommes pas éternels, que nous pouvons disparaître, que l'espèce humaine est une espèce périssable. Vous êtes directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique depuis 1966. Vous êtes astrophysicien et expert du cosmos. Monsieur Reeves, la question qui tue. Sommes-nous seuls dans l'univers? Eh bien oui, voilà une bonne question. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Nous ne savons absolument pas si nous sommes la seule planète habitée et habitée par des êtres intelligents qui peuvent poser des questions et avoir des émissions, tout le monde en parle, ou bien il y a peut-être des millions, en ce moment précis, d'émissions semblables un peu partout. On ne sait pas. Alors, si vous me demandez mon opinion, je vous dirais, c'est basé sur rien. Je ne peux pas la défendre par aucun argument scientifique. Si vous me demandez mon opinion, moi, je pense qu'il y en a beaucoup de planètes habitées. Mais encore une fois, c'est une opinion gratuite. Un feeling. Un feeling. Un feeling. À la suite de votre dernier passage à l'émission en octobre 2005, la chanteuse Diane Dufresne vous a contacté pour vous dire que vous pouviez compter sur elle pour livrer votre message. Vous avez sauté sur l'occasion et vous lui avez écrit une chanson. Exact. Terre, planète bleue accomplie, sont 4,556 milliards tours autour d'un soleil qui achève sa 25e révolution.
touchez vraiment à tout, hein? Vous faites de la chanson maintenant? Pensez-vous écrire une comédie musicale éventuellement? C'est pas dans mes projets pour l'instant. Pour l'instant. Non, mais quand même, il dirige des orchestres. Donc, Ça, c'est une de mes occupations depuis plusieurs années. J'ai dirigé des orchestres dans des œuvres de Mozart, des concertos pour flûte de Vivaldi, des choses simples. Oui. Les gens ne me demandent pas de jouer les symphonies de Mahler. Là, ce serait bien incapable. Vous devez avoir du style, je vous imagine bien. Monsieur Reeves, entrevue écolo. Tant qu'il y aura des étoiles sur le banc de la route. On va vous demander d'essayer de trouver des réponses à des questions qu'on entend de plus en plus souvent. Est-ce que l'homme va toujours être dépendant de l'automobile? Il sera certainement toujours dépendant d'un moyen de transport. Aujourd'hui, on favorise plus, quand c'est possible, la bicyclette. Et ça va très bien. Des moyens de transport qui sont à basse consommation. Où on va probablement voir revenir le cheval, d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'endroits où le cheval revient. On s'aperçoit que pour un champ, un cheval, ça coûte beaucoup moins et ça pollue beaucoup moins que des grosses mécaniques. Vous avez un Hummer? Voilà. L'informatique, ça fait économiser l'énergie ou ça en fait dépenser davantage? L'informatique, il y a deux réponses. D'abord, ça vous rend beaucoup plus efficace. Quand vous avez votre courriel et que vous pouvez correspondre avec les gens ou recevoir des informations. Moi, j'ai besoin d'un renseignement. Avant, j'aurais été obligé d'aller dans une bibliothèque à Washington. Je tape et je demande. Vous l'avez. Ça, je trouve que c'est vraiment un apport très important. On devient plus efficace et on a beaucoup plus de possibilités d'échanger avec ses amis. Sur Facebook, là, Hubert 1932, est-ce que c'est vous, ça? Ben, j'ai entendu dire qu'on m'avait copié, ou je sais pas, il y avait une histoire compliquée que je devais dénoncer, ou je sais pas quoi. Fausse identité, oui, ça arrive souvent. On a usurpé votre identité. Ah oui? Oui. Probablement pour cruiser des filles. Ah! À ceux qui disent que les écologistes ne veulent que freiner la croissance économique, vous répondez quoi? Je dirais que s'il n'y a pas l'écologie, l'économie s'effondre. On n'a plus le choix, comme avant, à dire écologie ou économie. L'écologie, si on ne réussit pas à avoir un développement durable, l'économie s'effondre. On disait, oh, l'écologie, c'est une affaire de riches. En fait, les pays qui sont les plus menacés par le réchauffement planétaire, ce sont les pays pauvres. Un ouragan dans un bidonville, c'est pire qu'un ouragan à Miami. Parce qu'à Miami, vous avez des bâtiments solides, vous pouvez vous défendre. Si vous êtes dans un bidonville, tout est arraché. Et en fait, les pays pauvres sont plus menacés que nous par les problèmes du climat, de climatologie. Monsieur Reeves, est-ce que vous nous faites l'honneur de rester avec nous? Oui, volontiers. Merci beaucoup. Vous avez de bons yeux? Un seul souhait, que tous les neurones que vous avez usés à réfléchir provoquent un réveil planétaire qui vous permettra de retourner vers vos étoiles, l'esprit en paix, en sachant que les enfants de vos petits-enfants habiteront la planète dont vous rêvez. Merci. Merci, M. Reeves.